Aujourd'hui, on a un fond vert. Ah, et on va parler nazis. Je suis pas super à l'aise avec le fond, là. Mais t'inquiète, ça ira, c'est hyper à la mode l'humour noir. Ouais, mais là, t'as les fois, hein. Personne ne me dit que j'ai les foies. Bonjour à tous. Contrairement au titre putaclic qu'on a mis, faut bien vivre les gars. On ne va pas exactement parler nazis, mais plutôt d'un scientifique qui a mené des expériences dans les années 60 sur l'obéissance. Oui, donc ça n'a aucun lien avec les nazis. Bah si, étant donné que le but était d'essayer de comprendre comment autant de personnes avaient pu contribuer au massacre de milliers de juifs sans se révolter. Et aussi parce que pas mal de nazis ont prétendu n'obéir qu'aux ordres après, pendant leur jugement. Donc, si l'expérience de Milgram a clairement un lien avec les nazis, étant donné que son but était de comprendre comment l'Europe a pu engendrer quelque chose d'aussi monstrueux que la Shoah. La Shoah? Sérieux? Même ça, je dois l'expliquer? C'est le terme juif pour l'Holocauste. L'extermination des juifs par les nazis! Donc, comme vous l'aurez compris, Milgram est une unité de mesure. Ah non, tu vas pas t'y mettre, toi non plus! Un scientifique! Oui, mais plus exactement un psychologue. Je sens qu'il va être pénible, cet épisode. L'objectif de cette expérience était d'évaluer le degré d'obéissance d'un individu face à une autorité qu'il juge légitime. Quoi? C'est de toi, cette phrase? Non, là, je citais Stanley Milgram. Pour ce faire, il a mis en place une expérience que l'on peut juger à notre époque peu orthodoxe, voire carrément allant à l'encontre de l'éthique scientifique. Oui, enfin, pas que maintenant. Même à l'époque, ça avait fait un tollé. Il a incité des gens à la torture et au meurtre. Et oui, c'est aussi dérangeant que ça en a l'air. Il prit 2 sujets volontaires à qui il fit croire qu'ils allaient tous les deux passer un test sur l'impact de la douleur sur la mémoire. L'un d'eux devait lire et retenir une liste de couples de mots. Il était ensuite isolé dans une autre pièce où il était attaché et branché à des fils électriques et avait devant lui un micro. Le second sujet devait dire le premier mot au premier sujet qui devait dire au second sujet le second mot. Et cette phrase est beaucoup trop compliquée, alors je vous la mets en dessous, en commentaire, là, pour que vous compreniez. Ça va? Vous avez pigé ce que j'ai voulu dire? S'il ne répondait pas correctement, le questionnaire devait lui affliger une petite décharge électrique. Mais le truc, c'est que plus il répondait faux, plus le voltage augmentait, pour arriver vers la fin vers une dose dangereuse, voire létale. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les prises électriques dans vos maisons, il y a 220 volts, et ça peut être mortel. Le questionnaire était accompagné d'un scientifique qui devait lui donner des injections à chaque fois qu'il refusait de continuer. Injonction! Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait 4 phrases qu'il devait dire dans cet ordre ré, que voix d'eau. Veuillez continuer, s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuiez. Il est indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Bref, des phrases allant d'une simple consigne à un ordre clair. Et si malgré les 4 phrases le questionnaire refusait de continuer, alors l'expérience s'arrêtait. Just do it! Mais le questionneur était le seul à avoir le droit d'arrêter l'expérience. L'autre sujet était attaché et ne pouvait que subir et parler. D'ailleurs, celui-ci, vers la fin, commençait à se plaindre et quand les décharges devenaient importantes, il allait carrément jusqu'à demander qu'on arrête l'expérience. Et le questionneur devait décider s'il continuait ou non, le scientifique n'ayant que les 4 phrases pour l'en dissuader. Vous voyez comme ça commence à mal tourner là? Si le questionnaire refusait de répondre, alors c'était considéré comme faux et il se prenait quand même une décharge. Je vous répète, le type était dans une autre pièce, on ne faisait que l'entendre, on ne le voyait pas. Ce qui fait que si le type était dans les pommes, il continuait à se prendre des décharges dans la gueule, létales. La question étant de savoir combien on continue l'expérience malgré le non-consentement de la personne. 62,5%. Cela veut dire que plus d'une personne sur 2 est prêt à tuer si on lui en donne l'ordre. Bon,
Primo, toi, tu me vires ce fond, j'en peux plus, je ne peux pas travailler avec une croix gammée, c'est au-dessus de mes forces. Hein, alors tu me mets autre chose. Oui. Pour cette fois, on va mettre d'autres couleurs, parce que là, je suis vraiment pas à l'aise. Donc tu vas mettre quelque chose de peu plus gai. Oui, je pensais pas à ce gai-là, mais... Non, à la limite, je préfère. Salut. Secondo, il faut quand même préciser quelque chose. Le type qui se fait juter est un acteur. Oh. En effet, il s'est pas réellement fait juter, tout était simulé. Mais ça, le gars qui pose les questions, il n'en sait absolument rien. Et donc, tous les sujets ont eu exactement la même réaction de la part de l'acteur, étant donné que tout était préenregistré. Ça nous a permis de pouvoir observer toutes ces personnes face à exactement la même situation. Mais bon, ça change quand même rien au fait que 62,5% ont envoyé une putain de dose létale. Ça montre vraiment à quel point les gens sont dociles face à une autorité. La plupart des gens, car oui, avec 62,5%, on peut dire la plupart des gens, vont obéir aveuglément aux ordres tant que l'autorité qui les donne est légitime à leurs yeux. C'est un point important ça par contre, ils ne font pas ça contre leur gré, mais parce qu'ils pensent sincèrement que l'autorité est en droit de leur demander quelque chose, alors qu'en temps normal, ils trouveraient ça inhumain. Dans cette expérience, le sujet est seul, et il doit donc penser par lui-même et surtout se rebeller tout seul contre un système qu'il estime légitime. Et ça, c'est contre nature pour le plus commun des mortels. Et c'est ce problème qui illustre cette expérience. Le fait d'avoir le courage et l'envie de se révolter contre le système. Tout le monde a son propre code éthique, sa notion de bien et de mal qui lui est propre à lui-même. Seulement voilà, l'homme est quelqu'un de social, il a donc besoin de s'intégrer, de faire partie de la foule. Or, pour ça, il faut un code éthique global, que tout le monde a en commun. Et ça, c'est ce qu'incarne l'autorité. L'humain est prêt à renoncer à ce qu'il considère comme étant bien ou mal, ou du moins en partie, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir entrer dans le moule. C'est tout à fait normal de faire ça. Tout le monde le fait. Même les gens qu'on dit anticonformistes font quand même un peu de compromis, histoire de s'intégrer. Mais la question est de savoir jusqu'à quel point un homme est prêt à aller au nom de cette autorité supérieure. Qu'est-il prêt à renoncer? Est-il prêt à oublier qui il est? Ce qu'il identifie pour être commun, pour être ce parfait petit mouton? Sommes-nous tous prêts à ce sacrifice? Eh bien, pour le savoir, vous devrez regarder le prochain épisode. Non, je déconne. Par contre, la réponse est plutôt ragoûtante. 1000 grammes a prouvé que l'on peut pousser à peu près tout le monde à entrer dans ce qu'il a appelé l'état agentique. Quoi? Mais on est déjà dans une émission scientifique! L'état agentique est un état où la personne va se mettre pour se déresponsabiliser. En gros, il deviendra une simple machine, un agent d'exécution pour l'autorité. Il ne fera qu'obéir aux ordres, sans réfléchir et surtout sans se sentir responsable. Pour lui, il ne fait que déléguer. Il n'est qu'un moyen de transfert de l'autorité, un bras. Mais lui-même ne fait rien. Il ne fait que obéir et rien d'autre. Vous comprenez maintenant le drapeau nazi au début? Vire-moi ça, toi! Un autre détail à observer durant cette expérience qui est intéressante, c'est le stress. En effet, le sujet est exposé à un énorme stress. Il est en train de torturer quelqu'un, ou en tout cas de lui faire mal au début. Et ça, le sujet, il aime pas. Forcément, il est stressé, et un sujet stressé aura plus tendance à se rebeller. Ce qu'il ne veut foncièrement pas. Il ne veut pas aller à l'encontre de l'autorité. Il va donc user de subterfuges pour se déstresser, et aussi pour se déculpabiliser, afin de rester dans sa tête, c'est normal que l'autorité lui demande de faire ça, même si normalement ça ne l'est pas. Un moyen efficace pour se débarrasser du stress, c'est le rire. En effet, au moment où l'acteur commence à se plaindre de douleur, gentiment, en disant « Aïe, ça fait mal » par exemple, à ce moment-là, ils vont commencer à rire, à avoir un petit rire nerveux, et ça, pratiquement tous vont l'avoir, même ceux qui vont résister par la suite. Oui, on va y revenir après pour les résistants. Une autre technique utilisée était la triche. En effet, beaucoup d'entre eux ont essayé d'influencer l'acteur pour qu'il donne la bonne réponse. Comme ça, pas besoin de décharge. La dernière technique utilisée a été de carrément ignorer les plaintes de la personne et de continuer à poser les questions. Et ensuite, attendre la réponse, qui ne venait pas étant donné que la personne n'avait ni écouté, ni envie de répondre, et elle balançait la décharge. Il devenait un simple robot qui faisait ce qu'on lui demandait automatiquement, sans réfléchir, en obéissant et en niant complètement la victime.
Ouais, celle-là, elle est plutôt trash, mais malgré tout, elle a été assez souvent utilisée parmi ceux qui sont allés jusqu'au bout. Pour ce qui est des résistants, ils se sont divisés en deux groupes. Le premier groupe s'est arrêté au moment où le questionné ne voulait plus participer. En effet, dès que la personne a estimé que ça ne l'amusait plus et qu'il voulait arrêter l'expérience, les questionneurs se sont arrêtés tout simplement, estimant que ça n'avait plus aucun sens de continuer comme ça. En gros, ils ont primé la liberté de la personne par rapport à l'autorité. Et donc pour ces personnes, leur code moral primait surtout. Le deuxième groupe a tenté de s'arrêter au même moment, mais le scientifique a réussi à les convaincre de continuer. Ils ne se sont arrêtés qu'au moment où l'acteur va commencer à hurler et à supplier qu'on arrête cette expérience. Tous ceux qui ont continué après ce stade sont allés jusqu'au bout. Il n'y a pas eu d'arrêt après cela. Mais les deux groupes de résistance sont bien distincts. En effet, leur comportement était très différent. Pour le premier groupe, il n'y avait pas le moindre doute dans leur comportement. Quoi que disent les scientifiques, pour eux, il fallait arrêter. Ce qu'ils faisaient était mal et n'avait aucun sens étant donné que la personne n'était plus consentant. Les scientifiques ne pouvaient rien contre eux, il n'y avait pas d'hésitation, ils étaient sûrs à 100%, cette expérience devait s'arrêter. Eux sont clairement des anticonformistes, ils n'ont pas envie de s'intégrer au nom d'une autorité, ils sont fidèles à eux-mêmes, quoi qu'il arrive. Pour le deuxième groupe, c'est pas du tout la même chose, eux ne sont pas des anticonformistes, d'ailleurs ils ont essayé jusqu'au bout de rester soumis, ils ont vraiment eu envie de rester dans les rangs, d'obéir aux scientifiques. Seulement il y a un moment donné où leur conscience et surtout leur courage a pris le dessus, où ils se sont dit non, là, ça va trop loin, je dois arrêter, même si j'en ai pas envie. Et ça, c'est important. Ils ne voulaient pas arrêter, mais ils n'ont pas eu le choix, moralement. Pour les premiers, c'est une force de caractère qui va les aider à se rebeller. Pour eux, c'est comme ça, point barre. Dans le deuxième cas, c'est plus qu'ils ont eu le courage de s'opposer au système, d'aller contre eux-mêmes pour ce qu'ils estimaient être bien. Mais mettons les choses au clair, ceux qui sont allés jusqu'au bout ne sont pas mauvais et les autres sont gentils. C'est pas du tout ça qui illustre cette expérience. Les gens qui sont allés jusqu'au bout sont normaux. C'est comme ça qu'un humain normalement devrait se comporter. Ce sont les autres qui sont extraordinaires, voire carrément héroïques. Voilà pour ce qui est de la base de l'expérience de Milgram. Mais lui-même a fait plusieurs variantes, changeant certains paramètres. En tout, il y en a eu quand même beaucoup. 19 variantes en tout. On va pas les faire tous. Tu m'avais promis un épisode plus court cette fois, c'est moi qui monte après. Non, t'inquiète, on va en faire 4 ainsi que d'autres intéressants. Tiens, d'ailleurs, il est où le bras? Ça fait un petit temps qu'on l'a plus entendu. Quand t'as dit que le gars était pas réellement torturé, il était un peu déçu alors il s'est barré. Je crois qu'il allait chercher à bouffer. C'est malin, il aurait pu me prévenir, j'ai faim moi. Donc, les 4 principaux. Lui, c'est celui de base, que j'ai déjà expliqué. Donc, pièces différentes et communique par micro. C'est la même chose que l'autre, sauf qu'il n'y a pas de micro. La personne répond uniquement par des petits LED pour dire réponse A, B, C ou D. Et quand la personne veut arrêter de jouer, l'acteur, il se met à taper sur le mur. Là, on a obtenu un résultat de 65%. Donc, grosso merdo, c'est la même chose, étant donné que c'était toujours par 40 personnes, c'est normal qu'il y ait 2, 3, 4% de différence. L'acteur est dans les mêmes pièces et simule en direct les décharges. Là, en revanche, ça chute sévère, on descend à 40% de personnes qui ont continué. Pareil que le précédent, sauf que cette fois-ci, l'acteur a les moyens de ne pas subir les électrodes en levant les mains, et donc le sujet est obligé de maintenir les mains sur les électrodes pour que la personne se fasse électrifier. Là, on atteint 30%. Dans un autre cas, il n'y avait pas d'acteur, c'était le scientifique qui se faisait interroger et qui recevait les électrochocs. Donc là, on se retrouve carrément dans la catégorie où l'on doit torturer l'autorité. Bien évidemment, à ce stade-là, plus personne n'a voulu finir l'expérience. Dès que la personne demandait d'arrêter, vu que c'était l'autorité qui demandait d'arrêter, c'était fini. Là, à part tomber sur un psychopathe, je vois pas trop comment on pourrait se retrouver avec plus que 0%. Dans un autre cas, le scientifique s'en allait en plein milieu de l'expérience et laissait la personne continuer tout seul. On s'est quand même retrouvé avec 20,5% de personnes qui ont continué leur expérience tout seuls, comme des grands. Dans une petite dernière variante, le sujet posait les questions, mais n'envoyait pas les décharges. Pour ça, c'était quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Lui ne faisait que donner l'ordre.
Et là, par contre, on s'est retrouvé avec 92,5% des gens qui sont allés jusqu'au bout. Ben oui, hein, c'est plus facile quand c'est pas nous capouillons sur la détente, hein. Oh oui, oh oui. Mais Milgram a fait ses tests avec des groupes uniquement constitués d'hommes, il n'y avait jamais de femmes. Pour essayer d'avoir une certaine uniformité, j'imagine. Mais du coup, après, il a refait l'expérience avec un groupe exclusivement de femmes. Et il a obtenu les mêmes résultats. Pour une fois que ça aurait été bon pour les femmes d'avoir moins que nous. Par contre, un groupe d'Australiens ont mené une expérience similaire en 1972 avec uniquement des femmes qui électrocutaient des chiens. Et ont obtenu 100%. Je sais pas ce qui me choque le plus. L'expérience en elle-même ou les résultats? Et pour terminer, je ne peux pas ne pas aborder la fausse émission télé, la zone extrême. En 2009, une expérience a été menée pour essayer de mesurer l'autorité que pouvaient avoir les télévisions sur les gens en reprenant l'expérience de Milgram. En gros, l'expérience était extrêmement simple, c'était la même chose que Milgram, sauf que ça se passait durant un jeu télévisé et les gens pensaient jouer à un truc et non pas à être évalués. Bien évidemment, notre niveau d'éducation actuel ainsi que notre connaissance sur la Seconde Guerre mondiale, sans compter la présence des caméras et du public, a énormément influencé. C'est logique qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui sont allées jusqu'à torturer et tuer quelqu'un devant un public. Faut être logique, les résultats sont faibles et c'est normal. Donc, voici les résultats. Non mais vous vous foutez de ma gueule! 80%, mais c'est énorme! Comment 8 personnes sur 10 ont-ils pu envoyer une dose létale devant des caméras? Il faut être complètement taré, bordel de... Ça aurait pu être pire, John. Bien pire. Apparemment, dans notre société actuelle, les médias sont une autorité légitime pour la plupart d'entre nous. Il faut absolument que vous regardiez cette émission, le lien est dans la description. C'est incroyable de voir à quel point les gens peuvent être de parfaits petits moutons. Et le pire, c'est que seulement 15% des gens disaient ne pas y avoir cru. Dire que c'était du fake, et donc du coup, ils ont joué le jeu. Peut-être que certains disaient la vérité, mais dedans, il y en avait qui mentaient. Mais ça veut surtout dire que 65% des gens reconnaissent avoir envoyé une dose qui pensait être létale à un mec devant des caméras. Ah oui, un autre détail que j'ai pas dit, mais parmi toutes les personnes qui ont résisté, quelle qu'en soit l'expérience, ils n'ont aucun point commun entre eux. Milgram a été incapable de définir une personne type qui s'opposera à l'autorité. N'importe qui peut le faire, comme ne pas le faire. Ce qui est assez rassurant. Et dans cette émission, effectivement, les 16 personnes qui se sont opposées n'avaient aucun point commun. Dedans, il y avait un gars qui avait l'air d'être un motard, un autre qui ressemblait à un universitaire, une ancienne immigrée de Pologne qui avait connu l'URSS. Bref, il y en avait de tous les horizons. D'un autre côté, c'était très intéressant de regarder la réaction des gens face à la détresse de la personne en face, et je parle de ceux qui y sont allés jusqu'au bout. Je vous montre quelques extraits. On est en zone de torture, hein. Vous laissez pas impressionner, continuez. C'est plus pour lui que pour moi. Pour moi, la tâche est facile. Hein. Enfin, je sais pas, je trouve que faire souffrir quelqu'un inutilement pour un jeu, enfin, moi ça me fait mal. Je souffre autant que lui là. Continuez. On n'a pas entendu crier, là. Qu'il n'y ait plus de réaction, c'est peut-être inquiétant. Non, tu crois? Autre chiffre intéressant, 30% des gens ont continué l'expérience sans opposer la moindre résistance et ont tout fait sans que l'autorité n'ait à dire quoi que ce soit. Autre petit détail intéressant, le public qui participait à l'émission n'était pas au courant que c'était une expérience. Pour eux, au même titre que le sujet, c'était un vrai jeu et pourtant, il n'y a pas eu la moindre réaction de leur part pour empêcher ce massacre. Je dirais même pire, ils encourageaient le joueur quand la présentatrice leur demandait. Et comme petit bonus, lorsqu'on a expliqué aux candidats le principe de l'émission en tant que jeu, personne n'a refusé. Donc apparemment, foutre des décharges, c'est amusant. Je peux comprendre. Pour conclure, il peut être facile de se dire que les nazis étaient le mal incarné, qu'ils étaient inhumains. Mais Milgram a prouvé de manière scientifique et reconnue par la majorité de ses pairs qu'il existait dans chacun de nous la possibilité d'être un monstre, si c'est la bonne personne qui nous en donne l'ordre. Alors, toujours putaclic mon titre? Et voilà qui clôture ce joyeux épisode. Si vous avez extrêmement kiffé le thème, vous êtes perturbant. Et vous pouvez quand même mettre un pouce en l'air, hein. Mais pour les autres, mettez-le en l'air ou en bas. Franchement, tant que vous me mettez des pouces, je m'en tape. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien rater. Et partagez la vidéo tout de suite. Faut une autorité légitime, mec. Ah oui, c'est vrai. S'il vous plaît. Et pour conclure sur une note un peu plus détendue, voici un petit diaporama d'images de nazis complètement what the fuck qu'on a trouvé sur internet. Allez, sala sala.
Au revoir, petit poney. My little pony, what is friendship all about? My little pony, friendship is magic.